Bonjour. Aujourd'hui, je vais laisser la parole aux inondés de la Boca. C'est des personnes qui ont énormément souffert de ce qui s'est passé, comme on a pu le voir depuis 2015 au travers des premières inondations, et ce qu'ils vivent finalement à chaque année, à chaque nouvelle inondation. Je voulais leur laisser la parole puisque c'est un témoignage qui est fort. Je voulais les laisser témoigner sur le drame humain que ça représente aussi, d'un côté moral, et sur le drame matériel. Ces personnes-là, il faut savoir que depuis 2010, des courriers ont été envoyés, des questions ont été posées. Finalement, mis à part des réunions très techniques où on leur explique le pourquoi du comment, mis à part des promesses encore, comme on va le voir dans ce matin, de déblocage de budget, etc., finalement, quand on gratte depuis 2010, strictement rien n'a été fait pour eux. Alors effectivement, on embellit la Boca, on investit énormément un peu à droite à gauche, mais quand il s'agit d'investir sur des choses extrêmement concrètes et proposer des solutions concrètes, finalement, plus rien ne se passe puisque depuis 2010, rien n'est fait. Ces personnes-là ont écrit des courriers à Bernard Brochet à l'époque, David Isnard, le maire actuel de Cannes, finalement pour toujours les mêmes réponses, on s'occupe de tout, vous inquiétez pas, 50 millions d'euros vont être débloqués, comme je disais tout à l'heure, on a pu le voir le lire ce matin, pour lutter contre les inondations. Pour l'instant, eux, rue de Cannes, pas grand-chose n'est fait, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au même point. La deuxième chose, je me suis quand même posé beaucoup de questions, et pas que moi, vous allez l'entendre dans ces témoignages. Il y a deux témoignages très forts, dont une personne qui a souhaité témoigner à visage masqué, parce que c'est pas évident non plus à Cannes de dire les choses ouvertement, parce que c'est un microcosme, vous faites vite attaquer comme il faut. La démocratie est quand même relativement absente dans cette ville, il faut le savoir. Donc il y a un témoignage où la personne est masquée, et ils le disent clairement, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions, et nous aussi. C'est-à-dire ils sont obligés de passer par un cabinet d'expertise, d'études, qui s'appelle le cabinet Mayan. Depuis 2010, mis à part faire des expertises, je pense que c'est eux les grands gagnants, puisqu'ils en sont à quasiment 600 000 € de facturation de ce que l'on sait, de ce qui a été annoncé, pour finalement, on se pose la question. La deuxième question, c'est un petit peu cet échange qu'il y a entre le géomètre, entre le promoteur, entre le cabinet Mayan, entre la CAPEL, entre la mairie. Il y a tout le monde travaille pour tout le monde en même temps et tout, donc on peut, sans dire que c'est ce qui se passe, mais on peut peut-être se poser aussi la question du conflit d'intérêts. En bref, on ne sait pas qui fait quoi finalement, mais par contre, la facturation, elle est réelle, elle existe. La dernière chose, c'est pourquoi, depuis 2010, on empêche ces personnes de passer par un expert, comme ils le disent d'ailleurs, un expert indépendant. Il faut que ces personnes se mettent ensemble de manière collective et demandent l'avis d'un expert indépendant, d'un cabinet d'expertise qui soit totalement indépendant du cabinet Mayan, de la CAPEL, de la mairie, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts présumé, c'est-à-dire qu'une personne qui va travailler au cabinet Mayan travaille en même temps pour le promoteur ou travaille pour la CAPEL, etc., comme le géomètre actuel. Qui va être nommé, d'ailleurs, vous verrez dans le témoignage qui arrive, ces personnes se posent les mêmes questions. Donc, si vous voulez, dans cette gestion-là, on se pose, il y avait quand même beaucoup de flou. Donc moi, ce que je conseille aux habitants de la Boca, je les remercie parce que je ne peux pas répondre à tout le monde, parce que j'ai énormément de demandes pour aller les rencontrer et faire des témoignages, donc je le ferai, mais je leur demande juste un peu de patience. Après, moi, ce que je leur conseille, c'est de se mettre en collectif, puisque les associations, finalement, on sait comment ça fonctionne, on applaudit d'un côté la mairie pour les condamner de l'autre, finalement, il n'y a rien qui se passe non plus. Donc, à un moment donné, quand il n'y a pas grand-chose qui se passe, il faut que les citoyens se mettent ensemble, en collectif, aillent devant la mairie, fassent des pieds de grue, comme on dit, devant les institutions, mais fassent entendre réellement leur voix. C'est la seule condition, sinon, on le voit bien, depuis 2010, ils subissent les mêmes choses. Finalement, depuis 2010, il n'y a pas grand-chose qui a avancé pour eux, en tout cas pour eux, peut-être pour la ville, mais pas pour eux. Ils écrivent des courriers, ils reçoivent des réponses très jolies, très polies, mais finalement, depuis 2010, strictement rien a été fait encore une fois pour eux. Donc voilà, moi je leur conseille de prendre un petit peu eux-mêmes les devants, de se monter en collectif. Donc je vais vous laisser, je vous demande vraiment par respect pour eux, parce qu'ils ont pris de leur temps, la vidéo va durer 35 minutes, le témoignage à peu près, les deux témoignages, 35 minutes les deux, en tout. Donc, mais vous allez voir, c'est assez intéressant, le questionnement qui est renvoyé et les constatations qui sont faites. Concrètement, comment ça s'est passé au moment des inondations avec la ville, quand ils sont venus? Alors, au début, on ne savait pas comment ça se passait, puisqu'on avait l'impression que ça venait par une vague. Et on disait c'est bien de la Sianière ou éventuellement de la Roquebillière. Mais il y a quelques jours, alors dans les grandes pluies là, du 4 juin, c'était dans la journée, pas le soir, on a pu observer, et je l'ai filmé,
que ici l'eau, elle sortait des réseaux d'eau pluviale. Ici donc. Hein. Oui, exactement. Vous voyez, ça pleuvait pas beaucoup. Il y avait peut-être 20 mm, même pas 18 mm par heure. Et j'ai tourné une petite vidéo que vous voyez sur YouTube. Ça s'appelle le débit d'inondation. Ça monte ici. Hop, tout à coup, c'est saturé jusque là. Hop. Et ensuite, on sait, l'inondation, elle commence. Et bon, ça, ce qui tombe seulement du ciel, c'est pas tellement une énorme quantité, peut-être. Ça reste ensuite relativement peu. Mais bien sûr, s'il y a encore un demi-mètre ou un mètre d'eau qui arrive de la Roquebillière ou de la Siagne, c'est perdu. Hein. Et c'est ça ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai les bâtards d'eau, 80 cm, hein, et tout à coup, ils sont dépassés, vous voyez. Et pourtant, c'est préconisé des bâtards d'eau à 80 cm. Rendez-vous compte. Une fois que c'est au-dessus, je vais vous dire, vous êtes à l'intérieur, vous êtes en danger de mort. C'est ça ce qui m'est arrivé. C'est la catastrophe totale, puisque tout à coup, l'eau, elle entre comme ça. Bon, à l'intérieur, ensuite, vous vous habituez, vous marchez comme ça, vous essayez de tenir les frigos qui nagent, etc., les portes qui se défendent, etc. C'est catastrophique. Hein, vous tombez et tout. Et tout à coup, après 2-3 heures peut-être, ou après 5 heures, vous voyez que dehors, l'eau, elle descend et vous faites quoi? Vous enlevez les bâtards d'eau, c'est ça ce que j'ai fait, et bam, vous avez des milliers de mètres cubes qui vous jettent dans la rue. Et vous avez tous, et tous les habitants ici de cette rue, dans quasiment la même situation. Tous la même situation. Vous pouvez sonner chez tout le monde et ils vont vous raconter la même chose. Est-ce que depuis 2009 vous vivez les inondations, vous? Alors moi j'ai eu la première inondation en 1994, juste après que j'ai acheté la maison, mais la maison était un peu plus bas et inondation à l'époque, vous savez, ça voulait dire 20 cm, 30 cm. Hein, alors il faudrait peut-être mettre quelque chose sur une table. Hein, c'était pas une inondation, pas comme maintenant, mais en 2015, l'eau était là, vous voyez. Hein, c'est absolument incroyable. Une moto comme ça, peut-être, vous voyez encore juste ici quelque chose, vous voyez. Et moi, j'ai la 3e voiture depuis 2015. Hein. C'est-à-dire, j'ai acheté la même voiture que j'ai perdue. L'autre, elle avait 30 000 km. Maintenant, j'ai acheté encore une fois le même modèle. J'ai payé 8 000 € de plus pour avoir encore une fois la même voiture, puisque j'ai besoin de ce modèle-là. Rendez-vous compte, déjà, la perte financière. Et ensuite, je peux vous dire, le problème psychologique, c'est presque pas s'imaginer. Hein, les gens, on pense que à ça, vous voyez, quand il pleut, quand il y a une alerte jaune, un Focan qui vous téléphone dans la nuit à 6 heures le matin, attention, mettez vos voitures en sécurité, mettez vous-même en sécurité, vous êtes ici. Alors bon, avec la voiture, on va vers la croix de garde, hein, bon, tout déjà complet, vous trouvez aucune place libre, hein, alors vous allez là à 2 km plus haut, hein, justement pendant la crise sanitaire, où c'était interdit d'aller aussi loin, vous voyez, comme c'est ridicule. Alors théoriquement, vous n'avez même pas le droit d'aller là-bas, mais vous allez quand même, vous ne trouvez pas de place, vous revenez, vous la garez n'importe où. Moi, j'ai laissé la voiture ici chez le voisin, pendant que le voisin, il est allé ailleurs, etc. C'est catastrophique, vous voyez. Et vous m'expliquez tout à l'heure, il y avait aussi des personnes qui sont limites en cas de suicide avec toutes ces inondations qui n'arrivent plus. Évidemment, évidemment. Même si vous auriez été présent à cette réunion à la Licorne, il y avait un monsieur, il pleurait et il est sorti de la salle. Il y avait quand même 200-300 personnes dans la salle. Alors, ça montre quand même déjà le désespoir. Mais pour nous, c'est pareil. Je peux vous montrer des photos de ma femme, etc. Elle était en train de pleurer. Les gens, ils peuvent plus. Ils peuvent vraiment plus. Alors justement, ce qui est intéressant, donc parce qu'effectivement, il y a eu de multiples réunions organisées avec la ville, etc. Vos premiers courriers que vous avez envoyés pour alerter de cette situation-là datent exactement de quand? Alors le premier courrier, c'était pas un petit courrier, c'était en 2009, c'était une pétition avec 25 signatures de tous les habitants ici. Bon, j'ai envoyé ça, j'ai reçu une lettre de monsieur Brochon, je prends note, etc. Je vais faire le maximum, mais je vais tout faire pour régler le problème. Je peux vous montrer la lettre, je l'ai encore l'original, il n'y a aucun problème. Hein? Bon, c'est 2009, maintenant ça fait 10 ans plus tard, et il y a un effet. Et pourtant, hein, on voit que ça ressemble ici au tiers-monde. Vous voyez bien les câbles partout, vous voyez. Par exemple, moi je n'ai pas Internet pour l'instant, vous voyez. Et pourquoi? Puisque dans les inondations, il y avait un problème avec la fibre. On m'a donné ensuite une clé
ce problème n'était pas réglé, ils m'ont coupé la ligne, etc. Alors, une merde, vous pouvez pas vous imaginer. N'habitez pas ici. Vous savez, j'ai voyagé toute ma vie. J'étais artiste de spectacle, hein, jusqu'en Australie. Hein. Je connais vraiment tous les coins. Hein. Alors, le tiers-monde, j'étais au Sénégal, j'étais au Maroc, j'étais en Australie, en Amérique, hein, aux Antilles, et partout. Hein, en Allemagne de l'Est, etc. Je connais vraiment le monde. Hein. Mais je vais vous dire, la situation ici, c'est grave. Hein. Alors ça... Et depuis, quel regard vous portez? Est-ce qu'il y a eu de multiples réunions? Vous avez fait le premier courrier donc à Bernard Brochant. Ensuite, il y a eu des réunions où les personnes de la ville, concrètement, à quoi ont servi pour vous ces réunions? Qu'est-ce que la ville vous a relaté par rapport à ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle devait faire? Est-ce que ça a fait avancer quelque chose? C'est-à-dire, après 2015, ensuite, on était tellement occupés, on n'a pas fait des réunions, etc. Hein? Seulement ensuite, l'année passée, en 2019, quand ça a recommencé à dépasser les bâtards d'eau à plus qu'un mètre, etc. Là, on a refait des réunions et j'ai participé. Et bien sûr, disons la vérité, je ne vais pas dire son nom, mais celui-là qui est responsable, il a un discours appris par cœur qu'il essaie pour calmer la population, calmer la colère. Oui, premier point. On a installé des alertes pour la population, c'est-à-dire quand il y a des inondations, vous serez alertés. Hein, oui, mais concrètement, pour régler le problème, il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. Hein, et quoi? Alors, vous pensez peut-être, je raconte maintenant quelque chose qui est faux, des mensonges. Et non, vous voyez bien, on était le 10 mai, on était presque inondés. Et on était presque inondé le 4 juin. Et chaque fois, c'était la catastrophe. Ils venaient ici de nous alerter, etc., avec des téléphones dans la nuit. Est-ce que vous êtes en sécurité, etc. Et oui, vous voyez bien, ils ont rien fait puisqu'ils avaient tout. Et on vous a même proposé de vendre votre maison, plutôt que de proposer des solutions. Ah, mais ça, on m'a aussi dit. C'est-à-dire, on m'a dit, vous savez, il y a le fonds Barnier, vous pouvez vendre votre maison. J'ai 67 ans. Ça fait maintenant 27 ans que j'ai cette maison. Je l'ai achetée un peu avant que j'ai fini de tourner dans le monde. Et je n'ai pas envie de vendre cette maison. D'ailleurs, c'est impossible puisqu'il y a beaucoup de maisons. Celle-là à côté de moi, elle a peut-être 6 ans. Vous voyez? Et la villa qui est devant, qui est beaucoup plus grosse, à l'autre côté, vous voyez pas d'ici. Elle a peut-être aussi 5 ans. Et c'est une grosse ville. Je veux dire... Hein, et là-bas, les immeubles, vous voulez faire quoi? Là-bas, il y a les lycées Utinet, à 100 mètres. Vous voulez faire quoi? Si quelqu'un me propose de vendre la maison, ça veut dire quoi? Qu'il veut l'acheter pour lui-même ou quoi? Hein? Ouais, non, mais on va un petit peu le but est de trouver des solutions, pas de vous forcer, de vous proposer de vendre. Moi, je ne peux pas vendre la maison. Il faut trouver une solution. Vous savez, j'ai travaillé souvent à Monaco, j'ai travaillé souvent dans des maisons très élégantes ou dans des endroits très, très chics, etc., avec mes spectacles. Et je vois les travaux qu'ils sont capables de faire. Vous savez, ça ici, de faire ici un redimensionnement des canalisations, ça peut pas être aussi compliqué, vous voyez, puisque... Quel regard vous portez sur le fait que, parce qu'il y a quand même un paradoxe, comme on en discutait, et moi ça me pose interrogation, qu'on investisse autant de millions d'euros dans la réfection des plages, sur le sol, on met des pots de fleurs, des jolis pots de fleurs à la Boca. À tour de bras, on entend hein, la Boca est rénovée, la Boca est plus belle que jamais, etc. Et que finalement, sur un lopin, hein, comme on peut considérer un petit lopin, voilà, on va le montrer, voyez, qu'on puisse rien faire, qu'il n'y ait eu finalement aucun investissement conséquent financier pour pouvoir vous aider à trouver des solutions, si ce n'est que vous proposez de vendre votre maison, quoi. Oui, alors, vous savez, quand j'ai acheté ici, effectivement, je suis venu à Cannes à cause de sa réputation, hein, et j'ai trouvé ça aussi joli, puisque j'avais finalement la possibilité d'aller en Floride, en Californie, ou de venir ici sur la Côte d'Azur. Vous savez, j'étais plus ou moins sans racines, je suis d'origine suisse, alors j'ai choisi Cannes, je pensais que c'est quand même relativement agréable, la Côte d'Azur. C'est agréable, ça pourrait être agréable, et je suis absolument pas contre les investissements à la croisette, etc. Tout ce qui est beau, ça me convient. Mais il faut bien sûr pas négliger le reste. Vous voyez, les habitants qui vivent au quotidien toute l'année. Oui, puisque
Évidemment, bien sûr, vous pouvez faire ici un beau gâteau, mais ça ne veut pas dire que l'autre à côté, il crève de faim. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est un petit peu le cas pour l'instant. Vous avez, donc, il y a eu d'autres courriers qui ont été faits. Donc, par la suite. Ah oui, oui, alors, oui. Alors là, oui, oui. Les derniers, vous avez écrit au ministre, il me semble, au président. Alors j'ai fait une longue lettre au maire, avec une copie au président de la République, à Madame la ministre Elisabeth Borne, au préfet, etc. Et pour l'instant, j'ai une seule réponse. Les autres, c'est pour les signatures dans les circuits. On m'a dit par téléphone. Je vais recevoir aussi, bien sûr. Hein. Je sais par contre que c'est pas facile à formuler une lettre comme ça. Vous voyez, si vous êtes... c'est difficile de défendre l'indéfendable, vous voyez. Hein? Si vous voyez cette merde qui se passe ici, excusez-moi l'expression, mais si vous voyez ça, les gens qui ont peur d'être inondés... Voilà, moi, le sentiment qui revient souvent dans vos propos, c'est l'inquiétude et la peur des habitants du quartier. Ça semble vraiment quelque chose de récurrent. Peux vous montrer des gens, ils vont vous le dire. C'est une psychose terrible, vous savez. Est-ce que toutes ces personnes-là témoignent aussi au niveau par exemple, quand il y a des réunions du CID à la Licorne, etc. Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils ont écrit aussi de leur côté, etc. Bien sûr, ils viennent aussi, mais vous savez, c'est pas forcément facile de parler devant 300 personnes si vous savez pas. Et de leur côté, ils ont écrit des lettres ou pas Aussi, de toute façon, ils me soutiennent. Beaucoup de gens, vous savez, ce qui se passe, c'est quand il y a une alerte, comme la dernière fois, les gens, ils font ici plus ou moins l'accueil, ils me sonnent, ils me parlent, etc. Ils me disent qu'est-ce qu'on fait, etc. Je sais pas puisque j'ai écrit quelques lettres, ou puisque je suis le plus vieux peut-être, hein, mais de toute façon, ils cherchent effectivement de l'aide, j'ai parfois l'impression. Hein, au lieu de s'adresser peut-être, je sais pas, à la mairie, ils viennent sonner chez moi. Et ils m'écrivent des mots, je peux vous montrer ça. Hein, félicitations pour votre lettre, merci beaucoup que vous êtes là, etc. Pourtant, je suis absolument pas impliqué dans la politique. Ça m'intéresse pas. Seulement, vous savez pourquoi je fais tout ça finalement? Je vais sauver ma propre peau et je fais ça par égoïsme finalement. Hein. Rendez-vous une fois. Et puis c'est quand même l'investissement d'une vie quand même. Oui, moi je peux plus rien faire d'autre. Hein. Je travaille avec des animaux. Les animaux ils vivent là dans une maison à part, etc. Et je peux pas déménager. C'est impossible. Alors, pour vous, dans l'idéal, votre souhait immédiat, dans l'idéal, ce qui est la première des priorités, parce qu'on sait que même s'il y a un investissement qui est donné, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Mais pour vous, la première des priorités serait quoi? Alors la première priorité, j'aimerais bien qu'un vrai expert indépendant, il regarde par exemple la petite vidéo que j'ai fait avec l'eau qui déborde ici. Hein. Donc l'eau qui se ressortait relativement peu et que l'eau elle monte jusqu'ici. J'aimerais bien savoir une fois ce qu'il dit un ingénieur en hydrologie, etc. Quelqu'un qui se connaît vraiment. Il n'y a pas eu d'experts qui ont été envoyés? Il y a ici, bien sûr, ils ont la CAPEL, hein, je crois. Eux, ils se nomment aussi experts. Mais peut-être ils sont pas complètement indépendants, ils sont quand même payés par la ville peut-être, non? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ce qu'on appelle du conflit d'intérêts aussi. Oui, et oui, alors, non, j'aimerais bien savoir quelqu'un qui se connaît vraiment, qui voit la situation et qui dit, ah oui, c'est impossible. Vous voyez, comme avec le cabinet Mayan, je vais vous dire. Ici, on m'a dit, il faut sécuriser ma maison. La première chose à faire, c'est un clapet anti-retour que toutes les crottes et des merdes qui entrent ensuite ici et qui sortent chez moi à l'intérieur. Vous vous rendez un petit peu compte quand même. Avant que l'eau elle vienne de l'extérieur, vous avez déjà l'eau des excréments qui sortent par les toilettes et par les douches hein, qui entrent. Alors on veut faire un clapet anti-retour. Bon, le cabinet Mayenne il est venu et ils m'ont fait une planche que je devrais construire. Oui, alors le clapet anti-retour 600 €. 600 €. Bon, c'est pas grave. Hein, de plus, ça serait partiellement pris en charge de 80% par le fonds Barnier. Alors, pour moi, c'était bon. Alors, je demande le plombier, qui ne se connaît pas beaucoup, mais il me dit quand même quelques 1000 €, il faut quand même compter pour. Hein, bon, alors, hein, j'ai téléphoné au cabinet Mayan. Non, c'est pas les bonnes personnes.
J'ai téléphoné à un constructeur, celui-là qui a construit la maison à côté, que je connais, une bonne entreprise, vous savez, sérieuse et tout. Hein. Alors, il revient quelques jours plus tard. Je ne peux pas vous faire un devis puisqu'on ne peut pas faire ici le clapet anti-retour sur votre terrain puisque c'est trop petit, c'est trop serré. Il faut prendre une entreprise de travaux publics. Vous voyez? Alors maintenant... Est-ce qu'on vous a donné des noms de ces entreprises? Non, rien du tout. Ils vous préconisent des entreprises ou pas? Au maire, justement, ça aussi. Alors, une entreprise de travaux publics qui fait ici, qui ouvre ici la route, puisque, attention, la canalisation de l'eau usée est liée aussi au milieu. Alors, il me faut une société qui ouvre ici, qui fait le clapet anti-retour et qui me fait ça pour 600 €. Vous voyez, c'est ça un petit peu compliqué, non? Probablement, il faudrait compter 6 000, peut-être même un peu plus encore. Et de plus, je ne les trouve pas. C'est ça. D'accord. Voyez, alors, vous comprenez maintenant? Et comme ça marche partout. J'ai des patards d'eau qui ont 80 cm, ils étaient dépassés. Et c'est préconisé 80 cm et pas plus, puisque sinon c'est dangereux. Bonjour. Alors, vous êtes habitant de la Boca, donc vous avez été aussi victime des inondations. Donc je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous, tous ces épisodes à répétition, et comment vous avez vécu ces événements. Très mal. La deuxième fois, quand j'ai voulu arriver, tout ça, je suis tombée dans les pommes en fait. Et il fallait que je réagisse et donc mon mari, mon fils m'ont dit je ne pouvais pas. Donc voilà, déjà j'ai réagi très mal. Oui. Et bon, je me suis secouée et puis bon. Après, je veux dire, on s'est mis dans le bain, on s'est activé, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que, bon, par exemple, le jeudi dernier, il a beaucoup plu. Je suis rentrée de mon travail et en sortant du bus, j'avais déjà de l'eau devant l'arrêt à m'immoler. Et c'est stressant, quoi. Chaque fois qu'il y a trop, ça pleut trop. Vous êtes inondé voilà, et vous êtes dans l'inquiétude que ça reparte encore. L'épée Damoclès. Bon, la réunion. Deux réunions avant le confinement, et je suis sortie de là désespérée. Les inondations, les avions qui tournaient, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc j'avais l'impression que rien ne bougeait vraiment. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression de vous retrouver finalement entre riverains depuis les années que ça dure et vous vous retrouvez un peu seul? Vous avez cette impression d'être un peu seul ou pas abandonné, mais peut-être plus savoir quoi faire, quoi. Disons, bon, il y a eu des aides psychologiques, hein, ça se veut dire, par l'antenne de justice, à l'époque, ça m'a fait du bien, quoi, de rencontrer quelqu'un. Qu'on était désespérés, et bon, j'ai eu cette écoute, mais après, quand il y a eu à la Licorne, la réunion du CID. La réunion du CID, il y avait tout le monde, tout ça, franchement, la personne de la mairie, franchement, je travaille dans les écoles, donc ça me faisait vraiment l'impression qu'ils nous expliquaient, bon, mais voilà, alors là, vous avez, quand il va pleuvoir, il faut faire ça, mais c'est pas ça qu'on demande. Là. Mais c'est des solutions. C'est pas ça, on sait ce qu'il faut faire, on n'est pas débiles, hein. Si on voit que l'eau elle monte, on va pas sortir la voiture. C'est pas ça. C'est assez récurrent ce que vous dites, vous n'êtes pas la première qui témoigne là-dessus, c'est-à-dire que moi, l'impression que j'ai aussi de l'extérieur, c'est que depuis des années, on vous explique pourquoi en fait il y a les inondations, mais on n'amène pas plus de solutions ou pas plus de solutions immédiates à mettre en place pour au moins faire en sorte que les choses soient moins aggravées, quoi. Voilà, c'est ça. Mais enfin, quand on voit qu'on construit de partout, je comprends bien que le maire, il faut que sa ville soit accueillante pour les bons. Les touristes, il n'y en a plus beaucoup. Qu'elle soit accueillante pour les touristes qui l'embellissent, ça d'accord. Mais quand on voit, moi des fois maintenant avec Internet sur le téléphone, quand on reçoit des nouvelles, tout ça, où on voit qu'il va réhabiliter un hôtel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout l'hôtel, hein? Un vieil hôtel, là c'est pas l'urgence. L'urgence c'est des gens qui sont dans la peine, qui ont investi comme marque, comme plein de personnes. On n'habite pas Supercan, hein, on n'a pas plein d'argent, c'est pas notre troisième résidence ou voilà. Non, on a mis tout notre argent dedans. Et si après notre maison elle vaut plus rien, nous on pensait laisser un patrimoine à nos enfants et là on se rend compte que la maison ne valent plus rien, quoi. Déjà l'autre jour j'ai dit
On m'a demandé où j'habitais, j'ai dit j'habite derrière Intermarché. Ah, on m'a dit les rues inondées. J'ai dit ok, d'accord, voilà. C'est compliqué si vous voulez vendre. Voilà, donc déjà on est perçu comme ça. Et puis chaque fois de se dire, on a dû penser, mon mari a dû penser la maison en se disant on va être inondé. On n'achète plus de meubles, on bâtit. C'est pas une vie calme tous les jours. Quoi. Vous pouvez pas vous projeter, quoi. Non, on peut pas se projeter. À un moment, on voulait partir. Hein. On s'est dit, on va partir. Et puis il y a eu le confinement. Donc on s'est dit, on est en maison, c'est pas si mal, quoi. Mais on a toujours cette épée Damoclès. À vous demander si la prochaine inondation, voilà, quand vous allez toucher, quoi. Voilà. Et là, alors la dernière réunion, j'y croyais un peu plus. Mais est-ce que c'est pas toujours comme Marc avait dit à la réunion à la Licorne, que le maire lui avait répondu oui, je m'en occupe de ça, et ça presque 10 ans, c'est ça, 10 ans quoi. Donc le maire, moi je trouve qu'il fait de bonnes actions, hein, si j'avais pas, mais là quand même on ne peut pas laisser des gens comme ça. Et même, alors après aussi, on a eu, comment ça s'appelle, la Mayenne qui est venue. Alors là, moi, ça a été le top, quoi. C'est le top du top, là. Donc c'est un bureau d'études, on nous oblige plus ou moins à recevoir ce bureau d'études. Pourquoi? On vous a donné une raison pour l'obligation de ce bureau? Qu'est-ce qu'il nous avait dit déjà, je sais plus. Ah oui, pour nous aider, pour en cas d'inondation, qu'on se protège mieux. Donc, notre maison, elle date des années 1941. Donc, alors il y avait deux personnes, une personne, tu me dis si je me trompe, hein, une personne qui était avec nous, qui nous posait des questions, tout ça, et une autre qui se baladait. Bon, jusque là, bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment dehors, mais enfin bon. Et puis après, on se pose des questions, quoi. Parce qu'en fait, nous, on a regardé le rapport, on nous a rendu le rapport, déjà plein de fautes, déjà plein d'incohérences et tout ça. Après, on nous oblige à mettre les bâtards d'eau. Mais les bâtards d'eau, moi, vous avez vu ma stature? De mettre des bâtards d'eau là, c'est n'importe quoi. Et puis si ça fait plus de 80, ça va passer par-dessus. Ça coûte une fortune. Non, mais on n'est pas... J'ai l'impression qu'ils vous proposent les mêmes solutions à tout le monde sans tenir compte de la spécificité de chacun. Voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils faisaient copier-coller leur rapport. Allez, hop, on prend. Puisque nous, on a trouvé plein d'incohérences. Mais est-ce que vous avez déjà envisagé de changer de bureau d'études? Ah non, vous n'avez pas le choix. Mais on n'a pas le choix. Et on nous oblige à changer le bâtard d'eau. De toute façon, il n'y avait pas besoin d'un bureau d'études pour ça. Je veux dire, non, mais finalement, ce qu'ils ont dû. Et puis en discutant aussi avec des collègues de travail qui habitent dans des bâtiments, je plaignais des avions et tout ça, et ce qu'elle m'a dit, ça m'a scotché, et ça a confirmé ce que je pensais. Elle m'a dit, on a l'impression qu'elle fait de l'Aboca, comment ça s'appelle, une cité dortoir. Et on se demandait là les géomètres et tout, quand on voit que le géomètre fait partie je sais plus, d'un promoteur, non, c'est pas ça non, mais il est pas neutre, quoi. Il est pas neutre, le géomètre. Franchement, je me demande si finalement ça les intéresse pas de nous aider, s'ils veulent pas raser le quartier, ça rapporte quand même beaucoup plus, quoi. Donc on se pose beaucoup de questions, quoi. Donc après on voit que on pensait déjà, les spécialistes disant de hydraulique pensaient que l'eau arrivait oui, ça de quel côté. Voilà, de quel côté arrivait l'eau, mais ils disaient, mais non, mais nous, on l'a vu, puisque quand il y avait les inondations, on voyait passer les voitures, donc on sait vraiment dans quel sens l'eau, quoi. On sent plein d'interrogations, mais c'est vrai qu'on se sent, bon, un petit peu seul, un peu désespéré, quoi. On achète une maison qu'on a payé une fortune. Mon mari, on a pu la prendre parce que mon mari touche à tout et l'a rénové et tout, comme Marc, hein, d'ailleurs, hein, c'est pareil. Et oui. Mais après, oui, maison qui n'était pas inondable quand on l'a acheté. Voilà, nous voilà, elle n'était pas inondable. Devient en cours de route. Et et quand on pense qu'on habite à 600 mètres de la mer et que ça devrait s'évacuer tout seul vers la mer, quand même. Ouais. On n'est pas dans une cuvette
à Grenoble, par exemple, on est vraiment, nous, à côté de la mer, quoi. Si ça part pas à la mer, c'est qu'il y a un problème, quand même. Peut-être que ça dépend pas que du maire de Cannes. Je veux dire, c'est peut-être au-dessus aussi, puisque je vois une collègue de travail aussi qui venait du Canet, quand il a bien plu jeudi dernier, me disait que déjà, elle pouvait pas, les rues déjà étaient inondées et qu'elle devait monter sur le trottoir. Donc peut-être ça vient pas que de là, mais on ne peut pas laisser, je veux dire, pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce que si on était ici, s'il y avait peut-être des stars ou quoi, des showbiz, peut-être que... C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une certaine incompréhension. C'est-à-dire on voit les postes de la mairie ou d'autres de la ville, quoi, hein, en expliquant ils ont investi, par exemple, des millions d'euros pour le sol dans le Carré d'Or. Ils ont mis des pots de fleurs à la Boca. On lit souvent que la Boca est réhabilitée, etc. Ouais. Et puis finalement, on se demande s'ils ont réhabilité au bon endroit, quoi. Oui. Bah, il fallait le faire, oui, là, d'accord. En fait, cette avenue, c'est la principale, elle n'est plus d'inondation, d'accord, c'est la principale. Enfin, pourquoi laisser pourquoi pas la rue de Cannes? Pourquoi, bon, alors on me dit, il faut du temps, j'ai vu des articles, on disait, ça va être sur 18 ans. Non, mais ça va, c'est bon, c'est une balle, quoi, je veux dire. Non, mais c'est on vous a proposé de vendre à vous aussi? Non, pas proposé de vendre, mais juste après les inondations, on recevait plein de petits mots des agents immobiliers, donc... C'est un peu tendancieux quand même, voilà. Hein. C'est un peu pas trop délicat, quoi. Voilà, bon, on va rester dans les mots, voilà. Mais on nous a obligés, je reviens sur la Mayenne, franchement, on se pose beaucoup de questions, quoi, hein, pourquoi on va nous obliger, enfin quand même, on n'a pas des fortunes, enfin... On n'est pas... La question que je me pose, c'est peut-être, je sais pas, mais pourquoi on vous oblige à passer par ce cabinet d'études? Parce qu'il y en a plein d'autres. Pourquoi on ne pouvait pas demander comme une contre-expertise par un indépendant? Je crois que c'est en liaison avec le fonds Barnier. Je crois que c'est ça. C'est seulement ce cabinet-là qui peut vous procurer effectivement une attestation qui est prise en compte par le fonds Barnier. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit là à Elisabeth Borne, j'ai écrit... j'ai pas distribué cette lettre-là. J'ai demandé est-ce que le fonds Barnier est utilisé correctement, vous voyez, puisque en fait on ne sait pas, puisque cet argent que le fonds Barnier il devrait investir pour le bureau Mayenne et ensuite pour les 80% des travaux à effectuer, peut-être ça serait mieux investi directement dans les travaux dans la voie publique. C'est ça ce que je demande d'ailleurs. Et Elisabeth Borne, elle me demande ou elle m'écrit alors qu'elle transmet ou qu'elle relaie mon courrier à la direction générale de la prévention des risques. Vous voyez, alors oui, je suppose quand même que ça fait un peu remué, puisque finalement c'est complètement... Est-ce que au niveau du site, par exemple, ou par le biais associatif, vous avez fait une demande peut-être j'ai une bêtise, mais une demande d'expertise, de contre-expertise par un autre bureau indépendant que vous choisissez vous-même, que l'association choisit? Non. Et non. Puisque vous savez, dans notre situation, vous avez ni l'argent, ni le temps, ni l'envie de faire quelque chose. Donc on vous dit, vous passez par ce cabinet, vous acceptez grosso modo, vulgairement, leurs décisions et leurs préconisations. De toute façon, vous prenez rendez-vous, ils viennent 2 mois plus tard, c'est une jeune femme qui vous fait ensuite, qui vous demande, qui vous interroge pendant 2 heures, etc. Et 2 mois plus tard, vous recevrez un rapport. Je vous montre le rapport. Attention, avec un certain montant. Hein. Et j'ai téléphoné et j'ai dit, écoutez, les tarifs que vous indiquez sont fantaisistes. Ça peut pas être que ça coûte aussi peu, comme je vous ai déjà dit pour le clapet anti-retour. La fille, elle me dit, mais vous savez, le cabinet Mayenne, normalement, il se base sur les prix du Gard, dans le Gard. Vous voyez, pas sur la Côte d'Azur. Et les experts qu'ils envoient, ils viennent de Mais je vais vous envoyer un autre. Effectivement, 24 heures ou 48 heures plus tard, j'ai eu un deuxième rapport. Je vais vous montrer. Je possède 2 rapports et j'ai calculé la différence. C'est exactement 25%. C'est pas que la dame, elle a tiré. Elle a ajusté par rapport au coût de richesse de la ville, peut-être, sans doute. En période de festival. C'est vraiment la vérité que je vous dis. Par contre, les rapports, je vais vous dire, ce sont 34 pages. C'est très joli, hein, avec en tête, avec toutes les couleurs. Ils ont pris des photos de Internet, de mon film. J'ai fait un petit film aussi concernant les inondations. Vous voyez, avant, après, etc. Qui paye ce cabinet?
Mais je crois que c'est la ville, hein, ou le fonds Barnier, justement, c'est un peu... 600 000 euros, ça coûte. Ah bon? Puisque moi j'ai demandé dans la lettre. Attendez, non, c'est vous êtes en train de m'expliquer que le cabinet Mayan coûte à la ville à peu près 600 000 euros? Je sais pas. Combien ça coûte, je ne sais pas. Mais moi, si vous lisez la lettre que j'ai écrite au maire ou aussi au président, je demande combien ça coûte, puisqu'on ne voulait pas me donner le renseignement. Pourquoi? Oh, mais je sais pas. J'ai dit, écoutez, on est quand même le contribuable qui paye finalement ça. Parce que si c'est 600 000 euros un rapport aux 34 pages, ils auraient pu mettre 600 000 euros dans les travaux. Non, ça va pas être les 34 pages, oui. mais ça va être l'ensemble. Mais je ne sais pas. Oui, mais c'est un ensemble de 34 pages. Plusieurs fois 34 pages, alors peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Non, mais ça, je vais pas attaquer oui. direct sans que je. Oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant, justement, de se connaître le coût, quand même, de ce cabinet pour lequel vous êtes obligé de passer, quand même, hein, parce que bon, c'est vous qui êtes directement concerné. Et vous savez, vous demandez maintenant les questions que tout le monde se demande lors des réunions. Hein, c'est ça ce qu'on parle. Combien ça coûte? Et le géomètre, il est en sous-traitance, il est inclus dans le prix, etc. On se demande des questions comme ça seulement. Alors attends. 600 000 euros. 600 000 euros. Le cabinet Mayan coûte 600 000 euros à la ville. Donc l'information a été relayée quand? Là, c'est quand il y a eu la dernière réunion à la Licorne. Voilà, c'est la ville qui a donné cette information? Je sais plus. Mais dans les 600 000 euros, c'est quoi qui est compris là-dedans? Ah, mais ça, nous, on ne connaît pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est inclus et ce qui... Je ne connais même pas le montant. Alors, je ne vais pas... Peut-être ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Attention, peut-être que ça coûte moins cher. Et donc, le travail du cabinet Mayan, c'est de faire son expertise depuis 10 ans et d'essayer de trouver une solution à la base? Ou moi, je ne le sais pas. Il était là mais la solution, c'était de mettre des bâtards d'eau. Ouais. Voilà, c'était ça. Ouais. Donc 600 000 euros. De mettre des bâtards d'eau. Je pense que c'est la solution générale pour tout le quartier. Voilà, c'est ça. Oui, des bâtards d'eau. Et attention, à moi, ils m'ont dit encore, j'ai besoin d'une pompe de relevage. Hein, pour pomper l'eau. Hein. Mais vous savez, si partout, il y a l'eau jusqu'ici, vous pompez l'eau où? Hein, vous voyez, puisque c'est complètement bidon comme truc. De plus, j'ai une pompe mobile, et ils m'ont dit non, ça va pas, ça doit être une pompe fixe. Et la pompe, alors je pompe où? J'ai demandé, mais vous voulez que je pompe? Mais il y a une chose que je comprends pas, c'est que ça me semble tellement... Oui. Je veux pas rentrer, je veux pas rentrer dans... pour moi, alors, je peux me tromper, c'est juste une intuition. On pourrait considérer que ça pue un peu le conflit d'intérêts. Mais bon, peut-être ça c'est autre chose. Là où je m'interroge, c'est parmi toutes les réunions, parce que la dernière grosse inondation, on va dire, sans remonter trop à 2015, ça a été catastrophique un peu de partout, sachant que vous, depuis 2015, vous êtes à répétition sur plusieurs... donc il y a eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs représentants de la ville, le cabinet, et ces questions toutes bêtes, elles ont eu réponse que maintenant? Bah oui, c'était après 2019, le 1er décembre 2019. C'est la deuxième grosse inondation. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez nager à l'intérieur de votre appartement, vous voyez. Hein. C'est comme une piscine aussi. Hein, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Hein. Hein, vous savez, vous essayez que le frigo il reste comme ça, qu'il ne se retourne pas, puisque... Sinon, vous avez encore toute la bouffe comme ça qui nage aussi. Non, mais c'est incroyable. Et c'est grave. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai attrapé un asthme comme ça en 2015. Est-ce que, la question que j'allais poser, est-ce que parmi les habitants ici, il y en a qui ont déclaré des problèmes de santé suite à ces inondations? Oui. Quand on voit aussi qu'on peut déclarer des maladies longtemps après, plus longtemps après. Post-traumatiques? Post-traumatique, mais aussi à cause des moisissures qui et oui, aussi. Vous avez senti chez moi peut-être ça pue non, un petit peu, parce que là c'était ouvert. Je reviendrai en hiver. Je reviendrai en hiver. Non, mais vous sentez. C'est toujours humide, vous savez. C'est toujours, ça reste humide. Et le pire, attention, il y a les gens qui veulent mettre des bâtards d'eau, mais l'eau, elle n'entre pas forcément comme ça, elle entre aussi. Comme ça, il y a certaines maisons qui ont des vides sanitaires. Que ça entre dedans et ensuite ça repousse. L'eau, elle repousse par les... Donc si on schématise, la seule solution qui vous a été proposée pour tout le monde, pour toutes ces années, on peut dire aussi que sans prendre en considération la spécificité de vos logements, parce que ce sont des maisons quand même différentes les unes aux autres, ça a été des bâtards d'eau, quoi. Clapé anti-retour, bâtard d'eau, et ça doit être fait dans un certain ordre. Hein. Alors, premièrement, bâtard d'eau, ensuite clapé anti-retour, sinon c'est pas pris en charge les 80%. Oui. Sachant que c'est pas efficace, en plus. Mais vous savez, moi j'ai seulement 2 bâtards d'eau à mettre. Et quand il commence à pleuvoir, et à 6 h le matin, il vous téléphone, Infocan, vous deviez vous mettre en sécurité. Vous avez déjà essayé de faire ça?
C'est pas facile puisque ça doit être étanche. C'est pas seulement une planche que vous mettez comme ça, vous voyez, c'est une grosse planche que vous deviez cercler. C'est à peu près comme si vous deviez mettre une porte, vous voyez, quand que vous avez enlevé la porte, vous deviez la remettre tout seul comme ça. C'est hyper compliqué et ça pèse lourd, ça pèse lourd. Par exemple, l'autre voisin, il m'a dit, il a des grandes ouvertures. Il ne sait pas s'il prend des batardeaux à une pièce, mais c'est plus vite mis, mais ça pèse 17 kilos. Hein? Alors, vous rendez-vous compte, hein? Madame qui a parlé avant, 17 kilos, c'est carrément impossible. Et même pour moi, c'est impossible presque. Puisque 17 kilos, ça ne veut pas dire que vous les posez seulement. Vous devez les mettre bien dedans, vous voyez. C'est très difficile. Moi, j'ai l'expérience, hein, puisque je mets des batardeaux qui sont étanches. Mais alors...